Alors, je suis venu vous parler aujourd'hui de dramaturgie. J'apprécie votre enthousiasme parce que la dramaturgie, pour beaucoup de gens dans le scénario, c'est un petit peu comme le solfège dans la musique, c'est-à-dire que c'est vraiment la partie la plus chiante. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt assez intéressant. Et notamment, on va essayer de le rendre d'autant plus intéressant en se demandant comment cette dramaturgie, ces règles de dramaturgie, moi je préfère parler de recettes, parce qu'en fait ce sont des règles que l'on peut tout à fait pervertir, transformer, mettre de côté. Comme dans tout art, les règles ne demandent qu'à être explosées, dépassées. Ceci dit, c'est quand même pas mal de ne pas les ignorer, ces règles, ne serait-ce que parce que d'abord, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir une histoire qui accroche le spectateur, à laquelle on s'intéresse. Et puis, pour s'en passer, c'est pas mal de les comprendre. C'est un petit peu comme pour le cubisme, c'est bien d'avoir quand même une connaissance classique de la peinture pour ensuite en exploser voilà, tous les critères et tous les repères. Alors bon, comme je vous disais ici, ce sont les historiques. Donc nous allons parler de dramaturgie appliquée à l'histoire, ou plutôt comment adapter l'histoire à la dramaturgie dans le cadre d'un scénario. Alors pour ça, nous allons prendre des exemples d'événements et de personnages historiques, et puis on va essayer d'illustrer ça avec des exemples de films, évidemment de films historiques. Et ça, Ben a insisté sur le fait qu'il fallait vraiment que ce soit des films historiques, parce que c'est les historiques, donc c'est normal. Donc l'idée derrière cette conférence, c'est plus qu'une conférence, c'est de vous livrer une sorte de tutoriel. Parce que je me suis dit, voilà, si vous êtes ici, c'est que vous aimez l'histoire, a priori. Et peut-être que dans cette passion pour l'histoire, vous avez un événement, une bataille, un personnage qui vous intéresse particulièrement, et dont vous avez peut-être déjà voulu essayer de tirer un scénario. Si vous êtes un petit peu créatif et que vous vous dites, peut-être, je sais pas, je vais essayer de faire un roman, une BD, un court-métrage, quelque chose. Et c'est pas toujours évident. Et quand on se lance dans un scénario, on ne sait pas toujours par quel fil défiler, débobiner le truc, et on se perd parfois dans des trucs, et puis ça n'aboutit jamais. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu quelle pourrait être une méthodologie pour écrire un scénario à partir de l'histoire. Parce que le problème de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de personnage principal. C'est un flux continu, traversé par des tas de figures, des tas de personnages, mais dont un va avoir une importance à un moment donné, et puis après plus rien. D'autres vont mourir en plein milieu de l'action et vont laisser le potentiel spectateur un petit peu orphelin. Donc il faut réussir à se dépatouiller avec tout ça. Alors on va partir d'un premier principe, un premier élément dramaturgique qui est le protagoniste. Alors quand on dit le protagoniste, c'est le héros de l'histoire, c'est pas forcément un héros au sens héroïque. Le mec, ça peut être un lâche, ça peut être une sous-merde, ça peut être un anti-héros comme on dit, voilà, ça n'a absolument aucun rapport avec sa moralité et son courage. Le protagoniste, évidemment, la facilité, ce serait de se dire on va faire un biopic. C'est-à-dire qu'on va raconter la vie de ce personnage. Alors parlons d'un personnage que tout le monde connaît plus ou moins, César. En parlant d'un mec qui meurt en plein milieu de l'histoire, pas tellement pour l'histoire de la guerre des Gaules, mais par la suite, l'histoire du second triumvirat, etc. Le mec il se retrouve assassiné comme un con, et nous on se retrouve à devoir continuer l'histoire sans lui, alors que des tas de personnages sont encore en suspens. Qu'est-ce qui va arriver à Cléopâtre? Qu'est-ce qui va arriver à Antoine? Qu'est-ce qui va arriver à Octave? Et il faut que l'histoire puisse continuer. Or, si c'est votre protagoniste, c'est très bizarre. On peut faire éventuellement, là aussi, on peut détourner les règles et on peut faire une histoire où le protagoniste meurt en cours de route. Je ne vais pas parler de la première saison de Game of Thrones, mais allez, on va se permettre un petit exemple pas trop historique, mais par exemple dans Psychose d'Alfred Hitchcock, on suit un personnage principal, celui qu'on sent être le protagoniste évidemment, et puis elle se fait assassiner sous la douche de la façon dont on sait, et là-dessus, l'histoire dévie sur un tout autre protagoniste et un tout autre fil narratif. Donc, le problème avec le biopic sur César, notre problème c'est qu'une grande partie de sa vie, elle n'est pas très intéressante en fait. César, oui, dans la jeunesse, il y a cette histoire comme quoi il aurait eu quelques relations
sexuel avec le roi de Britannie. Bon, voilà, il s'est fait enlever par les pirates. Ensuite, il a réussi à monnayer son évasion et puis il est revenu pour les castagniers. Il y a 2-3 rebondissements, mais c'est pas pour ça qu'il est connu et c'est pas ça qui fait l'intérêt du personnage. Et donc, on se retrouve avec un personnage dont les principaux grands faits et gestes arrivent à partir de la quarantaine. Et donc, très vite, il meurt. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut éventuellement choisir un autre personnage comme protagoniste. Et on va se rabattre, par exemple, sur Cléopâtre. C'est ce que fait Mankiewicz dans son film, Cléopâtre, où là, du coup, la mort de César, lorsqu'elle intervient à peu près au milieu du film, eh ben, vu que c'est Cléopâtre qu'on suit, on peut continuer comme ça à avoir tout le dénouement jusqu'à Axiom et jusqu'au suicide d'Antoine et Cléopâtre, qui là marque la fin de cet arc narratif. L'autre possibilité, c'est encore de prendre un protagoniste, mais qui ne soit pas un des personnages principaux, qui soit un kidam, qui en plus va nous laisser plus de marge de manœuvre. Et c'est ce que fait Rome avec sa série, enfin ce que fait HBO, pardon, avec sa série Rome, en prenant les deux gars, Titus Pulo et Lucius Vorenus, qui vont être les vrais protagonistes, qui vont croiser les personnages principaux, et où là aussi, dans leur cas, eh bien, la mort de César n'intervient plus que comme un rebondissement dans la structure. Ça marque un moment pivot, mais on peut tout à fait continuer jusqu'au bout. Donc le bon protagoniste, c'est celui qui va permettre au spectateur d'entrer dans le récit, et aussi d'entrer dans un monde, dans un univers. On va prendre l'exemple de Titanic. Titanic, c'est un film historique, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc en prenant comme protagoniste le couple de personnages Jack et Rose, ben Cameron nous donne les clés pour entrer dans ce qui est quasiment un troisième personnage, c'est le bateau lui-même. Puisqu'à travers eux, on découvre le bateau, on les suit là quand ils se courent après pour aller fricoter, on les suit depuis les cuisines jusqu'à la salle des machines, on découvre toute la structure qu'on retrouvera par la suite quand le danger sera là. Et par ailleurs, les personnages choisis sont intéressants aussi parce qu'ils vont chacun nous permettre de découvrir deux mondes sociaux différents. Les upper class et puis ceux qu'on va laisser crever dans les soutes, quoi. Donc c'est assez judicieux comme choix. On va continuer à parler de Ridley Scott comme pour la conférence précédente, forcément parce que quand on parle d'histoire, on parle souvent de Ridley Scott. Il paraît que le mec, il est fan d'histoire, il paraît qu'il adore l'histoire, Ridley Scott. Ouais. Kingdom of Heaven, dont on vient de parler à l'instant. Donc le personnage d'Orlando Bloom, Balian d'Ibelin, dans le film, c'est un personnage qui est le protagoniste et qui vit dans sa Bourgogne natale et qui va partir pour la Terre Sainte. Le problème, c'est que Balian d'Ibelin, Ibelin, déjà, c'est un château à côté de Jérusalem. Le mec, c'est un pur poulain, il est né en Terre Sainte, il n'a jamais foutu les pieds ailleurs, et voilà. Mais ce que voulait le scénariste à ce moment-là, c'était avoir un personnage à travers lequel le spectateur va s'identifier et à travers lequel il va pouvoir découvrir tout un univers. La Terre Sainte, ses enjeux politiques, etc. Donc c'était intéressant pour lui de faire le voyage jusqu'en Terre Sainte. Mais bon, voilà. Ridley Scott change totalement les origines de son protagoniste et un peu au mépris complet de l'histoire. Cette histoire qu'il est censé aimer. Moi, je sais pas, je comprends pas bien. Ridley Scott, je sais pas. C'est peut-être que le mec, ma théorie, c'est peut-être qu'il cherche à pousser au suicide un conseiller historique. Si ça se trouve, le mec, sur le tournage des Duellistes, il s'est fait piquer sa copine de l'époque par un conseiller historique. Et depuis, il n'a de cesse de se venger. Allez savoir. Vous savez, c'est compliqué, la vie sexuelle des réalisateurs. Donc, une fois que vous avez trouvé votre bon protagoniste, le mec qui va être au cœur des événements à venir, vous allez le placer dans ce qu'on appelle la mini-crise. Vous allez voir, chaque protagoniste, au début d'une histoire, il va pas bien. Il a un problème, un truc qui cloche dans sa vie, il a une frustration, il s'emmerde. Peut-être même que des fois, il a un problème qu'il ignore lui-même. Mais en tout cas, pour le spectateur, c'est évident que le gars, il lui manque quelque chose. Il a un souci existentiel, en quelque sorte. Par exemple, César, dont on a parlé, c'est un mec qui se pensait, depuis sa plus tendre jeunesse, destiné à de grands actes, à de grands faits et gestes. Il se voyait déjà en Alexandre le Grand, et il se lamentait, putain, le mec à 18 ans, lui, il a conquis la moitié du monde connu.
si ce n'est plus, et moi, au début d'une histoire qui parlerait par exemple de la guerre des Gaules, lui, il a 40 ans et il a quasiment rien foutu. À part, comme je disais, faire la reine de Béthiny et puis avoir une petite histoire avec des pirates. Mais en tout cas, voilà, à côté d'un mec comme Pompée, qui est à ses côtés dans le triumvirat, qui lui est un cador qui a donc des triomphes à l'appel, bah, César, c'est pas grand-chose. Donc voilà, il est frustré, rien, nada dans sa vie, Macachoualou, il a les boules. Et là va se produire ce qu'on appelle l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'est un truc qui peut se produire loin du protagoniste. Il peut ne pas être du tout associé à ça. Dans le cas de César, ça pourrait être la fameuse histoire avec les Helvètes qui débarquent et qui commencent à emmerder les Édouins. Bon. Ce qui est important, c'est que cet événement déclencheur va enchaîner les événements, va avoir une répercussion sur la vie du protagoniste, et là, le protagoniste va prendre une décision qui va enclencher ce qu'on appelle le premier nœud dramatique et qui va terminer le premier acte. Là, par exemple, Rome dit qu'il faut réagir, César saute sur l'occasion, moi, j'y vais. Bon, en plus, il avait des responsabilités un peu en Gaule, donc c'est logique, mais il se dit, voilà, c'est l'occasion, ça y est, c'est le moment de ma vie, j'y vais, je fonce, et je vais pouvoir réaliser tous mes désirs. Et là, votre histoire, elle est lancée. Vous avez un protagoniste qui a un objectif, qui veut atteindre l'objet du désir, et c'est cet objet du désir à atteindre qui fait le moteur de l'histoire. Cette histoire, elle va ensuite s'exprimer pendant tout le deuxième acte, avec des rebondissements. Mais en gros, le principe, c'est il atteint pas, il atteint pas. Et tout ça va culminer avec ce qu'on appelle le climax, à l'issue duquel il y aura la résolution. Mais cette impulsion première, elle est très importante parce que c'est elle qui va, comme je disais, donner vraiment l'énergie, le moteur de l'histoire. On pourrait très bien imaginer une histoire avec un personnage qui est baladé par les événements, qui ne prend pas vraiment de décision, mais c'est pas très gratifiant pour le spectateur. C'est toujours mieux d'avoir un personnage qui sait ce qu'il veut. Même si pour à la fin, c'est le décevoir. C'est pour éventuellement qu'à l'issue du climax, il se rende compte que ce qu'il cherchait toute sa vie, c'est des conneries, et qu'il faisait fausse route. On va prendre encore un autre exemple, on va changer un petit peu par rapport à César. On va parler d'Alexandre le Grand. Alors Alexandre le Grand, il existe un film, hein, c'est celui d'Oliver Stone. D'ailleurs, au passage, le film d'Oliver Stone, ça commence par une belle scène où il y a Ptolémée qui va nous raconter, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, ce film, il y a Ptolémée qui va nous raconter l'histoire. Alors là, Ptolémée, on le voit au début, mais c'est juste le narrateur, c'est pas un protagoniste, hein, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu comme le chroniqueur dans Conan, c'est juste le narrateur. Le vrai protagoniste, c'est Alexandre, évidemment. Et donc Ptolémée, au début, on le voit à la terrasse de son palais à Alexandrie. Comme il faut être sûr que ça se passe bien à Alexandrie, évidemment, derrière, on nous montre le phare d'Alexandrie terminé avec la flamme en haut et tout. Alors qu'en fait, le phare, il a été terminé sous le successeur de Ptolémée, Ptolémée II. Donc voilà, c'est... et puis bon, des problèmes comme ça, il y en a plein le film. C'est à croire qu'Oliver Stone, il cherchait à pousser au suicide un conseiller historique. Je sais pas. Peut-être qu'il s'est fait piquer une petite amie sur un tournage par un conseiller historique. On ne sait pas. Hein, c'est compliqué la vie sexuelle des conseillers historiques. Mais bon, oublions le film de Stone et reprenons le personnage. Donc on prend comme protagoniste Alexandre. On va faire simple. La mini-crise, on va dire que c'est le fait que, de son point de vue, tout jeune, avant d'être roi, son père a déjà conquis toute la Grèce. Et il se demande bien qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et qu'est-ce qui va lui rester une fois qu'il va récupérer le trône. D'ailleurs, il y a son père qui lui dit, paraît-il, « Mon fils, il va falloir que tu te trouves un autre royaume parce que le mien est trop petit pour toi. » Donc en plus, le mec, on lui avait mis dans la tête des objectifs immenses. Et puis du coup, le gars, lui aussi, il ronge son frein. Il n'en peut plus. Événement déclencheur. Contre toute attente, prématurément, son père est assassiné. Nœud dramatique, il se retrouve à la tête des armées macédoniennes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Allons-y. On est parti pour une boulimie de conquête. On se tourne vers l'Orient et on fonce. Il faut toujours garder bien en vue ce qui fait le moteur du récit. C'est toujours le désir du protagoniste. Ce désir, il peut s'exprimer de plusieurs façons.
il y a l'objectif, l'enjeu, la motivation. Tout ça, c'est des choses assez différentes. Alors, on va prendre un exemple d'un autre film historique. C'est ce moment dramatique dans l'histoire où il y a un astéroïde qui a failli percuter la Terre et il a fallu former en vitesse un groupe de foreurs au métier d'astronaute. C'est pas historique. Ça passe. Bon, dans ce film, l'enjeu, il est simple. Il faut sauver l'humanité. Mais sauver l'humanité, c'est un peu énorme comme truc, c'est un peu abstrait, en fait, sauver l'humanité. Ça, c'est l'enjeu. Donc on va rajouter au personnage de Bruce Willis une motivation. Il a une fille. Il doit sauver sa fille. Et ça, tout de suite, ça nous parle beaucoup plus, parce que sauver l'humanité, on s'en fout. Par contre, sauver Liv Tyler, là, tout de suite, ça nous parle beaucoup plus. Enfin, surtout aux mecs. Non. Donc le deuxième acte va enchaîner les péripéties. Et tour à tour va rapprocher et éloigner cet objet du désir. Alors là, je m'appuie surtout sur les travaux d'un grand script docteur qui s'appelle Robert McKee. C'est un mec qui intervient dans un film de Spike Jonze écrit par Charlie Kaufman où il y a Brian Cox qui joue le rôle de ce gars. C'est un type qui fait des conférences dans le monde entier. Robert McKee, qui a fait un bouquin qui s'appelle Story, tiré de ses conférences. Et ce qu'il explique là-dedans, c'est que l'émotion, pour un spectateur, ça fonctionne par contraste. Si votre personnage, il a des succès, puis encore des succès, que tout va bien, c'est chiant, on s'emmerde, c'est plat. Si, au contraire, c'est un peu plus intéressant déjà, mais il a que des emmerdes, bah, au bout d'un moment, là, c'est pareil, on se fait chier. Ce qui est intéressant, c'est le changement, c'est la bascule d'une émotion à l'autre. C'est ce grand 8 émotionnel qui va être intéressant. Et donc, il faut réussir à inscrire dans la structure dramatique ce yo-yo entre succès et échec. Alors l'histoire, elle n'est pas faite comme ça, évidemment. Et tout l'enjeu, ça va être de trouver les moments, les éléments qui vont pouvoir remplir les cases pour faire cette alternance entre succès, échec. Il faut que ce soit une sorte d'imbrication logique et causale. Parce que ce qui est encore mieux, c'est quand un échec provoque le succès, ou un succès provoque l'échec, et ainsi de suite. Ça ne doit pas être juste comme ça des éléments décousus, il faut qu'il y ait une certaine logique là-dedans. Par exemple, César, il peut remporter les succès en Gaule, il est up, mais de ce fait, ses ennemis au Sénat vont en prendre ombrage et vont chercher à le condamner, à le descendre. Boom, down. Pompée prend sa défense, up, ça va mieux, mais la mort de la fille de César, interprétée par Manon, pour ceux qui ont vu l'épisode, elle meurt. Et du coup, Pompée passe du côté de ses opposants. Down. Et là, César décide de franchir le Rubicon. Hop, il reprend le dessus. Donc vous voyez comment s'enchaînent les choses. Et c'est cette dynamique-là qui rend le scénario vraiment intéressant jusqu'au climax final, qui est le point de confrontation ultime où tout va se jouer. Alors les événements extérieurs, quand on est par exemple dans le cas d'Alexandre, le mec il a que des victoires. C'est chiant. Alors comment faire ? On peut jouer sur un autre registre, on peut jouer sur le registre psychologique. Parce que même si objectivement il remporte des victoires, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête et on peut se servir de ça pour faire de ces victoires des échecs. Imaginons que notre personnage qu'on a choisi, notre Alexandre, il ait donc cette soif d'absolu, cette soif de conquête, et en fait le mec se rend compte qu'il a beau enchaîner les victoires comme des perles, à chaque fois il reste frustré. Son désir d'absolu, évidemment, reste inassouvi. Donc voilà, il se rend compte que son désir est comme un tonneau des Danaïdes qu'on remplit et qui se vide au fur et à mesure, et que son objectif ultime lui échappe en fait à chaque victoire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça introduirait de l'ironie. Et l'ironie dans un scénario, c'est super intéressant. C'est toujours une bonne chose de mêler l'ironie à une histoire. Et l'histoire, en plus, est pleine d'ironie. Donc ça tombe bien. On peut aller jusqu'au bout du truc en disant que sur son lit de mort, il se rend compte que tout ce qu'il a bâti n'est que du sable et que son empire ne lui survivra pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'il aurait mieux fait, plutôt que de courir vers l'Est à enchaîner les victoires, il aurait mieux fait un petit peu d'asseoir les choses et de construire pour la durée. Combien de cités qui portent le nom d'Alexandre ont été bâties en son nom de son vivant ? Et au final, il n'en restera plus qu'une, celle d'Égypte, et encore grâce à Ptolémée. Pour que votre histoire, elle ait servi à quelque chose,
ce qui est important, c'est qu'il faut que votre protagoniste, qu'il réussisse ou qu'il échoue dans la conquête de l'objet de son désir, ce qu'il faut en tout cas, c'est qu'il arrive au bout de sa courbe dramatique. L'objectif qu'il s'est fixé en premier acte, il doit trouver une réponse, affirmative ou négative, parce que sans quoi l'histoire semble incomplète. Il doit vivre une évolution psychologique ou morale. Ça, c'est la grande préoccupation de notre grand script doctor d'Hollywood, qui s'appelle John Truby. Le mec qui a fait un super bouquin, lui aussi tiré de ses conférences, où après avoir analysé des tas et des tas de scénarios, le gars est arrivé à sortir 22 étapes pour construire un scénario parfait. C'est super intéressant. Quand on parle d'une morale à l'histoire, on ne parle pas d'une morale au sens des fables de La Fontaine. Là, on est vraiment plutôt dans le cas d'une morale au sens large, la morale philosophique, c'est-à-dire comment mener sa vie. La courbe dramatique qui va amener le personnage jusqu'au bout de son histoire, eh ben, elle peut mener tout autant donc, à un échec, à une désillusion, voire à une conclusion même immorale ou amorale. Dans tous les cas, en tout cas, il faut que ce parcours n'ait pas servi à rien, parce que sinon, le spectateur va se dire, quoi, tout ça pour ça? Ça sert à rien. L'histoire n'a aucun sens. Donc, que César rencontre, juste avant de se faire assassiner, la vanité du pouvoir, que Alexandre réalise que son absolu n'est pas de ce monde, ce qui compte, c'est le chemin qui a été parcouru, et le fait que le protagoniste ne soit plus le même à l'arrivée. Alors, il y a beaucoup d'autres notions en dramaturgie qu'on n'a pas le temps de développer ici. Il y a par exemple le point de non-retour. C'est un moment pivot, en général au centre du récit, qui fait que le personnage n'a plus le choix que d'aller de l'avant. Il ne peut plus faire demi-tour. Il s'est passé quelque chose d'irréversible. C'est un petit peu comme quand on dit, voilà, on est parti en mer, on a utilisé la moitié du carburant ou un peu plus, donc on n'a plus assez pour le retour, donc autant aller jusqu'au bout et on verra bien ce qui se passe. Au début d'une histoire, il y a un certain équilibre, un peu instable. L'événement déclencheur va venir déstabiliser cet équilibre. Et là, le personnage est parti jusqu'à ce qu'un autre équilibre différent soit rétabli. On n'a pas parlé non plus de l'antagoniste, le méchant, l'opposant, qui s'oppose au désir du protagoniste. Alors il peut s'y opposer parce qu'il recherche l'inverse, il peut aussi s'y opposer parce qu'il recherche la même chose, et à ce moment-là, il y a compétition. En tout cas, cet antagoniste, ce qu'on peut en dire rapidement, c'est que lui aussi a une courbe dramatique, exactement comme le protagoniste. Et ces deux courbes vont s'entrelacer. D'ailleurs, la plupart des personnages principaux d'une histoire doivent aussi avoir leur propre courbe dramatique, leur propre logique. On peut les utiliser et les laisser comme ça de côté, seulement s'ils sont vraiment, vraiment secondaires. Si c'est des personnages qui ont un tant soit peu d'importance, on ne peut pas les abandonner en plein milieu de l'histoire. Il faut qu'eux aussi aillent jusqu'au bout de leur courbe dramatique. Et antagonistes et protagonistes donc vont se tirer la bourre comme ça jusqu'au climax, où, comme on dit, il ne peut en rester qu'un. Donc tous ces éléments, la façon dont ils s'enchevêtrent, ça forme la structure du récit. Et c'est pour que cette structure reste suffisamment lisible que les scénaristes ont souvent tendance à, par exemple, prendre plusieurs personnages et en faire qu'un seul, pour simplifier un petit peu les choses. Ou, sur le plan temporel, avoir des tas d'événements qui vont s'écouler sur plusieurs années et avoir envie de les ramasser sur quelques jours ou à peine un mois ou deux. Ça, c'est un grand classique. Par exemple, entre la mort de César et le suicide d'Antoine et Cléopâtre, dans la plupart des versions scénarisées, on a l'impression qu'il s'écoule quelques mois maximum. En fait, il s'est écoulé quelques années. Mais bon, c'est difficile à faire passer en termes de scénario. Donc on a tendance à modifier les choses pour compresser. Alors bon, tous ces problèmes entre les scénarios et la véritable histoire, vous savez qu'il y a des tas de vidéastes, Fabien, Campaner, Benjamin, etc., qui se régalent, et ils ont raison, à rétablir la vérité des faits. Mais moi, ce que je voulais aussi aujourd'hui, c'était un petit peu vous montrer pourquoi ils en sont arrivés à faire ce genre de changement, et se dire que des fois, derrière, il y a aussi une logique. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils vont peut-être violer l'histoire, mais pour paraphraser la fameuse citation d'Alexandre Dumas, ils pensent que c'est vraiment parce qu'ils vont lui faire de beaux enfants. Entre parenthèses, c'est pas Alexandre Dumas qui a dit « on peut violer l'histoire, il suffit de lui faire des beaux enfants ». Non, c'est quelqu'un qui disait à Alexandre Dumas « vous violez l'histoire », il aurait répondu « peut-être, mais en tout cas, moi, je lui fais des beaux enfants ». Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, évidemment, c'est regrettable de transformer les faits. Il vaut mieux, évidemment, essayer de respecter ce qui s'est réellement passé et de faire en sorte que la structure dramatique s'inscrive sans altérer les faits.
Alors c'est plutôt du côté des motivations profondes des personnages qu'un scénariste peut s'octroyer une plus grande marge de manœuvre. Parce que ça, c'est moins connu. On a les faits, d'accord, mais on n'a pas vraiment l'analyse, le ressenti que les personnages pouvaient avoir sur ces faits. Et c'est plus difficile à cerner sur le plan historique. Encore faut-il que ce soit en adéquation avec ce qu'on sait de la personnalité, évidemment, de ces personnages. On ne peut pas leur faire avoir des réactions qui sont contre à ce qu'on sait de leur attitude, voilà, de leur façon de gérer les choses. Alors voilà, bon, je vous invite, si le jeu vous tente, à vous lancer et à vous dire, voilà, quelle est d'abord l'histoire que je veux raconter. À partir de là, l'histoire au sens de, est-ce que ça va être une fable morale? Qu'est-ce que je dois exprimer? À partir de là, vous allez, si vous voulez, chercher quel est le protagoniste qui va être le plus à même de participer et d'exprimer cette histoire. Et donc, voilà, si vous avez suivi, vous avez retenu un protagoniste, la mini-crise, quelque chose se passe, il prend une décision, l'histoire est lancée, et allez-y, je peux que vous inviter à votre tour à vous lancer, à écrire si ça vous tente, et à nous pondre des scénarios fabuleux. Et on les attend, que ce soit pour des romans, des nouvelles, des films, courts-métrages, des bandes dessinées, ce que vous voulez, mais faites des histoires et faites-nous rêver. Merci à vous.